un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. Tout de suite, à les titres. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements va démarrer le 13 mars 2025 par visioconférence. La communauté de développement de l'Afrique australe SADC examinera notamment les recommandations issues de la réunion extraordinaire de la Troïka. L'initiative confessionnelle pour la paix, la réconciliation en RDC est la démarche créée par la plateforme des confessions religieuses du Congo démocratique. Elle vise à mettre fin au cycle des guerres en RDC. L'opération Ndobo a été lancée ce 12 mars 2025 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani-Louko. 114 Koulouna, dont 6 filles, ont été arrêtées lors du bouclage ciblé dans les territoires et villes du Congo central. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Agression rwandaise, la communauté de développement de l'Afrique australe SADC tiendra le sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements par visioconférence le 13 mars 2025 afin d'examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Ainsi, le sommet recevra des informations récentes sur l'évolution de la situation sécuritaire en RDC et examinera les recommandations issues de la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité. Les travaux de ce sommet seront dirigés par M. Emerson Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe et président en exercice de la SADC. Négociation directe avec le M23 pour Patrick Muyaya. L'initiative est prise par le médiateur qui est le président angolais. Le porte-parole du gouvernement précise que ceci se fait dans le cadre de la résolution 2773 de l'ONU qui appelle aux discussions dans le cadre du processus de Luanda pour le Rwanda et Nairobi pour le M23. Il a dit dans un briefing presse qu'il a animé le mardi 12 mars 2025, comme nous le confirme Jean Sarr Mikianda. Dans cet échange avec la presse, des questions d'actualité n'étaient pas mises dans les oubliettes. S'agissant de la visite du président Félix Tshisekedi à Luanda, la présidence angolaise a annoncé établir des contacts avec le M23 en vue d'un dialogue direct avec les autorités de Kinshasa. À la question de savoir si la RDC va négocier avec les rebelles, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a invité la population congolaise à la patience. Le président angolais avait une responsabilité dans le cadre de la résolution 2773. Pour ceux qui n'ont pas lu, je souhaiterais que les gens lisent, parce que c'est lui qui est le médiateur principal dans le cadre du processus de Luanda. Et il a invité le président de la République aujourd'hui pour lui faire part de l'initiative qu'il a prise. Donc il faudra attendre dans les prochains jours de précisions qui pourront être faites sur comment cette initiative devrait se faire. Sur son compte X, Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, a laissé entendre que la RDC a pris donc acte de cette démarche angolaise et attend sa mise en œuvre. Elle n'a pas manqué d'affirmer que le pays de Félix Tshisekedi tient au processus de Nairobi comme cadre préétabli, surtout à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le ministre d'État en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Alexis Guizarro, a rejeté l'idée selon laquelle le président rwandais Paul Kagame serait le protecteur de la communauté Banyamulenge en République démocratique du Congo lors du briefing spécial tenu le mardi à Kinshasa aux côtés de Patrick Muyaya, un ministre de la communication et des médias. Guizarro a dénoncé l'exploitation des tensions communautaires par le Rwanda pour justifier ses ingérences en République démocratique du Congo. Encore une fois, Jean-Sar Mikanda pour plus de détails. Le Rwanda n'a aucun pouvoir de protéger les communautés en République démocratique du Congo. Ces mots du ministre d'État en charge des ITPR, Alexis Guizarro, dénoncent les raisons fallacieuses du régime de Kigali pour justifier la présence de ces militaires au sol congolais. Dans ce briefing presse qui revêt un caractère tout particulier, ce membre du gouvernement appartenant à la communauté Banyamulenge affirme que la cohabitation existe en RDC. Selon lui, la communauté Tutsi, en particulier les Banyamulenge, ne sont pas la cause de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous, comme communauté Banyamulenge, ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Nous n'avons pas besoin de l'intervention d'un autre pays pour venir résoudre ou pour venir nous protéger. C'est notre État qui nous protège, comme il protège toutes les autres communautés. Le ministre d'État en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Alexis Guizarro, a fait savoir que les vraies causes de cette guerre sont d'abord économiques et le pillage de nos minéraux. Les vraies causes de l'invasion du Rwanda dans notre pays, qui, comme vous savez, sont des causes d'abord économiques, de pillage de nos ressources, parce qu'ils ont compris que tout le trafic qui passait par Gisenyi allait être détourné et les retombées économiques dont ils étaient bénéficiaires allaient aller vers l'Ouganda. Et c'est comme ça que la guerre a commencé. Originaire du Sud Kivu, en territoire d'Ouvira, le ministre d'État Alexis Guizarro a appelé les Congolais à l'unité en évitant de servir des prétextes aux agendas cachés. Il a par ailleurs mis en garde ceux qui parlent au nom des Banyamulenge. Contrairement au projet du pacte social pour la paix du tandem Senko-ECC, la plateforme des confessions religieuses de la RDC créée à sa propre démarche intitulée Initiative confessionnelle pour la paix et la réconciliation RDC. Elle a été annoncée ce mercredi 12 mars à Kinshasa par le président de la plateforme des confessions religieuses, selon Ejiba Yamapia Evariste. Cette initiative inclusive vise à mettre définitivement fin au cycle de guerre en RDC. Il a rassuré de dévoiler prochainement les différentes activités à mener dans le cadre de cette démarche pour le retour d'une paix durable en République démocratique du Congo. Suivez Ejiba Yamampia Evariste, président de la plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo. Nous sommes là, la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo. Nous sortons de cette réunion pour réfléchir sur les questions sécuritaires de notre pays. À l'issue, nous annonçons que la plateforme des confessions religieuses a une initiative à proposer à la nation. Elle s'intitule « Initiative confessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo ». Partant de là, nous annonçons à notre population, à l'opinion nationale et internationale, que cette initiative est inclusive. Cette initiative est acceptée par tout le monde. Et nous disons, c'est le moment pour la paix, c'est le moment pour la réconciliation. Ainsi dit, nous ne sommes pas partie prenante des autres initiatives qui peuvent être sur terrain, mais nous avons la nôtre que nous offrons à la population
Et c'est pour la paix que la guerre cesse, c'est pour la réconciliation que le peuple se mette ensemble pour la cohésion nationale. Le message, c'est de dire, c'est le temps pour la paix, c'est le temps pour la réconciliation. Ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Bukavu, ceux qui sont partout ailleurs, nous sommes de cœur avec vous. En réagissant à propos de l'annonce faite récemment par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur la formation d'un gouvernement d'union nationale, Marie-Josée Ifoku, femme politique congolaise, appuie l'initiative prise par le président de la République et souhaite que ceux qui vont le composer soient des hommes et des femmes bourrés d'expertise. Suivez ces propos au micro de Christian Maïmona et David Matoumele. J'avais demandé au président de la République de nommer un nouveau gouvernement. Et ce nouveau gouvernement-là, on ne veut pas des politiciens classiques. S'il y a quelques personnalités de la classe politique qui devraient avoir vraiment un minimum, peut-être 20%, mais le reste, ça devrait être des Congolais qui ont de l'expertise, des Congolais qui ont de l'expérience, des Congolais qui aiment le Congo et qui aiment le Congolais. Et il y en a. Et j'ai même dit que si lui ne les connaît pas, nous les connaissons, nous pouvons les proposer parce que ce sont des gens qui ont cette capacité-là de se mettre en face de la communauté internationale pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais nous attendons voir et je pense qu'au moment opportun, nous parlerons aussi. En mission officielle dans le Congo central, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Luko, a lancé officiellement la vulgarisation des textes légaux qui régissent le comité provincial et local de sécurité, une démarche du gouvernement congolais pour renforcer l'implication des autorités locales de base dans la prévention et la gestion des défis sécuritaires. Images et commentaires. La vulgarisation des textes légaux qui régissent les comités provinciaux et locaux de sécurité a été lancée à Matadi, dans le Congo central, par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Luko. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre des arrêtés ministériels du 4 novembre 2024 qui précise les mesures d'application du décret numéro 22/44 du 6 décembre 2022 instituant ces comités. Le patron de la territoriale a officiellement remis ces textes réglementaires aux autorités compétentes de la province ainsi qu'aux membres de la société civile, notamment le gouverneur du Congo central, les responsables de la police et de l'armée. À travers cette démarche, le gouvernement congolais entend renforcer l'implication des autorités locales de base dans la prévention et la gestion des défis sécuritaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à travers cette approche, vise à garantir une meilleure coordination des actions de sécurité et une réponse efficace aux menaces pesant sur la population. Une grande réforme qui nécessite une meilleure connaissance, une bonne maîtrise et une stricte application par tous les acteurs étatiques et non étatiques à tous les niveaux afin de contribuer efficacement à la restauration et à la consolidation de l'autorité de l'État. Ces textes réglementaires sur la gouvernance sécuritaire vont être vulgarisés sur l'ensemble du territoire national pour permettre à la population de s'approprier la notion de gouvernance sécuritaire à la base, a indiqué Jacquemain Chabani-Luko dans son discours. Le Congo central constitue la deuxième étape de cet exercice après la capitale congolaise et a permis la formation de près de 300 membres des comités provinciaux et locaux de sécurité, y compris les chefs de secteur des quartiers, de groupements et des rues. Ces initiatives traduisent la volonté du gouvernement de doter le pays d'un système de sécurité de proximité fondé sur la connaissance de terrain, la prévention et l'anticipation des menaces afin d'assurer la protection des citoyens et la stabilité du Congo démocratique. Le Conseil provincial de sécurité présidé par le patron de la territoriale, Jacquemain Chabani-Luko, a eu comme ordre du jour la situation sécuritaire. Le patron de la territoriale a aussi évoqué le lancement de l'opération Ndobo visant à traquer les bandits urbains dans le Congo central. Suivez. Autour d'une même table, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, a réuni tous ses services et la 12e région militaire. Le patron de la territoriale a eu des explications sur la situation sécuritaire de la province. Et il était question qu'on puisse aborder 3 points à l'ordre du jour. Et le premier point, c'était la situation sécuritaire de la province, que j'ai donné l'économie. Et le deuxième point,
c'était la communication de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Alors, il nous a entretenu de sa mission en province du Congo central et aussi nous a annoncé des activités qu'il a prévues pendant son séjour dans la province. Et concernant sa mission, tous nous le savons, il est en province pour renforcer les capacités des comités provinciaux et locaux de sécurité. Et le deuxième point, c'est lui de lancer l'opération Ndobo dans toute l'étendue de la province du Congo central. C'était l'essentiel. Le troisième point, c'était pratiquement la situation sécuritaire qu'on ne va pas aborder ici à la presse. Son Excellence a donné des orientations fermes aux préoccupations des services de sécurité de la province. C'est ça l'essentiel de la réunion de sécurité. À l'issue de cette rencontre de sécurité, il a également été évoqué la question relative au lancement des comités provinciaux et locaux de sécurité pour la gestion, la défense et la gouvernance sécuritaire à partir de la province en amont et en aval, le lancement de l'opération Ndobo pour éradiquer et traquer les bandits urbains appelés communément Kuluna dans la ville portuaire de Matadi et même dans toute la province du Congo central, a fait savoir Grace Bilolo Kwanga Maswangi, gouverneur de province. Au total, 114 présumés bandits, communément appelés Kuluna, ont été présentés au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani-Louko, à ce mercredi 12 mars 2025, lors du lancement de l'opération Ndobo. Ces individus ont été appréhendés lors des opérations de ratissage menées par la police dans les territoires de Songololo et Sekebanza, ainsi que dans les villes de Matadi et Boma. Images et commentaires. L'opération Ndobo a été lancée dans le Congo central par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani-Louko. Un total de 114 Kuluna, dont 6 filles, ont été arrêtés à travers les opérations ciblées de la police nationale congolaise dans 2 territoires et villes de la province du Congo central, respectivement à Sekebanza et Songololo, ainsi qu'à Boma et Matadi, sur instruction et l'initiative du patron de la territoriale. Ces bandits urbains ont été présentés à l'état-major de la police nationale congolaise Matadi par le commissaire provincial de la PNC, Israël Kantou Bakoulou, au cours de la cérémonie officielle du lancement de l'opération Ndobo. Donc, appui, na présence, il y a opération Ndobo, Kati, na province, il y a Congo central, les alliés interpellation mounene, pour na batunyoso. Surtout, je reviens encore, surtout pour na famille, encadreur, il y a jeunesse nabiso. Bo benda bango matoi, ba longwa, na ba klikwana, na ba bande organisée, ba bande criminelle. Sinon, ils auront affaire à la justice. Nous avons ba difficulté, il y a ba coupeur de route, il y a ba kuluna na kati ya ba ville nabiso, na ba cité nabiso à Congo central. Il faut absolument tosilisa yango. Ces présumés bandits urbains, appelés communément Kuluna, seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. L'opération Ndobo va s'étendre dans plusieurs grandes villes et provinces du Congo démocratique et sera appuyée par la mise en place des comités provinciaux et locaux de sécurité pour la gestion et la gouvernance sécuritaire à partir de la base. L'actualité, c'est aussi avec les professionnels des médias africains pour la santé et l'environnement qui ont participé au webinaire sur le projet Voix essentielle du Speak Up africain en partenariat avec la Fondation Chanel. Ce projet vise à renforcer le leadership des femmes et à faciliter leur accès à ce webinaire qui a permis au Remapsen de réaffirmer son engagement en faveur de la promotion du genre et de l'inclusion. Clarisse Ekok-Kapalay nous en parle avec beaucoup plus de détails. C'est sous la présidence de Youssouf Bamba, président du réseau des médias africains pour la santé et l'environnement, que plus de 80 journalistes et acteurs engagés dans la promotion du genre ont participé à ces webinaires dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Awa Yanogo, du Speak Up Africa, a expliqué que le programme Voix essentielles vise à renforcer l'engagement des femmes et des jeunes filles dans le processus décisionnel en Afrique. On a essayé d'analyser pour voir pourquoi
les femmes sont au début des difficultés, des défis, mais quand vient le moment de prendre les décisions, elles ne sont pas assez représentées. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les femmes aussi, elles n'avaient pas vraiment, elles avaient peur parce qu'elles se disaient tout le temps non, et on préfère laisser les hommes parler pour nous. On s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas confiance en elles. Elle a en outre insisté que les femmes doivent lutter elles-mêmes contre les stéréotypes, donc elles ne doivent pas se limiter. De son côté, la secrétaire générale de l'Association de soutien aux enfants et aux femmes vulnérables de Burkina Faso, Armanda Sawadogo, a expliqué le rôle clé des leaders communautaires dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Notre association organise des formations continues à l'endroit des femmes et aussi des formations en activité génératrice de revenus. La présidente de l'Union nationale des femmes handicapées de la Côte d'Ivoire, Anne-Cécile Conan, a dénoncé la marginalisation des femmes en situation de handicap dans les processus décisionnels. Nous avions fait le plaidoyer auprès des autorités pour leur prise en compte au niveau social, mais surtout au niveau politique et administratif. Donc aujourd'hui, avec le projet Voix essentielle au niveau des villes. La municipalité travaille aujourd'hui et reconnaît l'organisation des personnes handicapées, travaille avec les personnes handicapées. Toutes ces intervenantes ont à l'unanimité reconnu le rôle fondamental des médias dans la sensibilisation et dans la lutte contre les inégalités du genre. La 5e édition de la Foire des femmes a ouvert ses portes à Lubumbashi, à chef-lieu de la province. Une rencontre qui réunit les journalistes, chercheurs et acteurs des médias sous le thème central « Promotion des droits de l'égalité et de l'autonomisation des femmes et filles, rôle des femmes journalistes ». Images et commentaires. C'est dans le cadre des activités liées aux droits des femmes que la 5e édition de la Foire de la femme a été organisée dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, au sud-est du Congo démocratique. De temps forts ont marqué la cérémonie. Il s'agissait d'une exposition photo sur les défis et réussites des femmes dans les domaines des médias et 2 tables rondes dédiées à la problématique des violences symboliques que subissent les femmes journalistes. Les intervenantes expliquaient sous différents angles les violences symboliques auxquelles sont confronter les professionnels des médias en général et les femmes journalistes en particulier dans le traitement de l'information. Anto Moulanga, journaliste, a déroulé la responsabilité des journalistes face à cette problématique. Ce que nous avons dit aux journalistes femmes et hommes qui ont participé à cette activité, c'était leur responsabilité par rapport au traitement de la question des violences symboliques qui très souvent est presque invisible de par nature. Déjà la violence symbolique elle est invisible et ce qui fait que les journalistes tombent souvent aussi, que ce soit les journalistes hommes ou femmes, ils tombent dans le piège de pouvoir banaliser ces types de violences symbolique. De son côté, Gloria Mpanga, journaliste chercheuse en sciences de l'information et de la communication, a mis en lumière les difficultés rencontrées dans le traitement des cas de violence symbolique. Il est difficile de mener des enquêtes ou de rédiger un récit sur quelque chose qu'on n'a pas vu ou qu'on ne peut même pas prouver. Donc c'est l'une des difficultés. Il y a l'accès difficile aux sources et aux témoignages. Au-delà des échanges et débats, la 5e édition de la Foire des femmes des médias a permis de mettre en lumière un enjeu majeur, la reconnaissance et la prise en compte des violences symboliques dans l'exercice du journalisme. De Lubumbashi dans le Haut-Katanga, parlons du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale qui a réceptionné de l'Organisation mondiale de la santé un don évalué à 255 000 $ américains. Ce don remis le mardi est constitué de 15 motos, 79 pirogues, 10 hors-bord, 15 pick-up et 2 canons rapides qui vont améliorer significativement la couverture vaccinale des enfants dans les zones difficiles d'accès au long du fleuve en République démocratique du Congo. Suivez. Réduire
sensiblement le nombre d'enfants n'ayant jamais reçu une dose de vaccin est l'un des objectifs du ministère de la Santé et de ses partenaires pour améliorer la couverture vaccinale dans les zones difficiles d'accès le long du fleuve Congo et dans les îlots. C'est en 9 moteurs hors bord, 2 canots rapides, 14 motos et divers accessoires ont été remis ce mardi au ministère de la Santé. C'est le représentant pays de l'OMS qui a procédé à la remise symbolique de ces équipements et matériels au ministre de la Santé publique, Samuel Roger Nkamba. Ces équipements couvriront 89 zones de santé réparties en 9 provinces situées le long du fleuve Congo, conformément au plan de répartition élaboré par le programme élargi de vaccination. Ces équipements vont contribuer à la réduction du nombre d'enfants non et partiellement vaccinés, tel que prévu dans notre stratégie de coopération et le 14e plan de travail de l'OMS, qui mettent un accent sur l'accès aux soins essentiels par les groupes les plus vulnérables. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a salué cette dotation, soulignant qu'elle permettra d'intensifier les campagnes de vaccination des routines et d'atteindre tous les enfants vivant dans les zones les plus isolées. Et quand on regarde les causes pour lesquelles ces enfants ne sont pas vaccinés, une des causes majeures, c'est la logistique. Et cette logistique, pour les enfants qui sont dans les milieux très reculés, est liée à plusieurs difficultés, que ce soit la difficulté de transport, que ce soit la difficulté La Confédération africaine de football a tenu sa 14e Assemblée générale extraordinaire ce mercredi 12 mars au Caire. Comme attendu, Patrice Motsepe a été réélu à président. Samuel Eto'o fait son entrée au comité exécutif et le Mauritanien Ahmed Yahya accède au conseil de la FIFA. Grosse désillusion en revanche pour le président de la fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, recalé tout comme l'Ivoirien Yacine Idriss Diallo. Patrice Motsepe rempile tranquillement pour un deuxième mandat de 4 ans à la tête de la Confédération africaine de football. Un seul candidat à sa succession, le Sud-Africain, a été réélu par sobrement ce mercredi au comité exécutif d'abord, où Samuel Eto'o fait une entrée remarquée après une candidature rejetée au départ, étant le seul candidat en lice de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC. Le Camerounais a été même élu par acclamation. Le président de la Fédération camerounaise de football devrait hériter de la présidence d'une commission. Il siégera au COMEX aux côtés de la Congolaise Vestine Kazadi Ditabala, de facto 5e vice-présidente de la CAF. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements va démarrer le 13 mars 2025 par visioconférence. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, examinera notamment les recommandations issues de la réunion extraordinaire de la Troïka. Vous l'avez suivi, l'initiative confessionnelle pour la paix et la réconciliation en RDC, la démarche créée par la plateforme des confessions religieuses de la RDC, elle vise à mettre fin au cycle des guerres au Congo démocratique. L'opération Ndobo a été lancée ce 12 mars 2025 par le vice-premier ministre, un ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Luko. 114 Kuluna, dont 6 filles, ont été arrêtées lors du bouclage ciblé dans les territoires et villes du Congo central. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.